Salut, c'est Tony et je voulais juste vous faire une vidéo un peu particulière pour fêter les 6000 abonnés. Je voulais prendre le temps pour vous remercier car on n'aurait jamais pu atteindre ce chiffre-là sans vous. Que ce soit en achetant mes formations pour les guitaristes, en regardant mes vidéos, c'est vous qui m'aidez chaque jour à être motivé et à sortir de mon lit chaque matin. C'est pourquoi je tiens sincèrement à vous remercier du fond du cœur pour toute cette belle aventure qu'on est en train de vivre ensemble. Et dans cette vidéo, on va faire quelque chose d'un peu différent puisque je vais vous parler un peu plus de moi, de mon expérience, de mon parcours de guitariste. C'est pourquoi je voulais vous parler un petit peu plus de mon histoire en tant que guitariste, issu d'une famille de non-musiciens, de ma progression, de mon école de musique, de cette chaîne YouTube et de tous les autres projets futurs que j'ai en tête. Parce qu'à l'origine, j'ai pas du tout le sens du rythme et je suis pas du tout prédestiné à devenir musicien. D'ailleurs, j'avais testé plein d'activités différentes, à chaque fois j'en essayais des nouvelles et je m'accrochais pas. Et je me souviens que j'avais dit à mes parents en rentrant de l'école un soir: Maman, j'ai vraiment envie de commencer la guitare, est-ce que je pourrais commencer l'année prochaine s'il te plaît? Et elle m'avait répondu: on n'est pas très chaud parce qu'il faut acheter une guitare, en plus tu tiens pas longtemps sur une activité et ça a un certain investissement financier. J'avais jamais joué d'instrument de ma vie à part de la flûte à bec au collège, donc autant vous dire que j'avais ni le sens du rythme ni l'oreille musicale. Et j'ai mis d'ailleurs beaucoup de temps avant de devenir un bon guitariste parce que je suis pas le genre de guitariste issu d'une famille de zikos. Mais le point qui me sauve, c'est que mes deux parents c'est des créatifs, des intellectuels, et ma maman elle a fait les beaux-arts et mon papa c'est un écrivain et il écrit des essais philosophiques. Si jeune j'étais pas très bon au rythmique, j'ai quand même réussi au fil du temps à avoir des résultats. Je connais des gens qui peuvent jouer un rythme facilement alors qu'ils n'ont jamais eu un instrument de leur vie entre leurs mains, alors que dans mon cas, j'ai dû travailler plusieurs mois la guitare avant de pouvoir jouer une chanson en entier. J'étais typiquement le genre de gars moyen qui a ni de talent inné, ni de problème de motricité particulier. Et la première fois que j'ai commencé à jouer la guitare, c'était en seconde. J'avais 15 ans et j'avais réussi finalement à convaincre mes parents de commencer la guitare en leur demandant à plusieurs reprises de commencer. Et ils ont accepté que je commence les cours de guitare, mais en me faisant promettre de m'y tenir. Je me rappelle à l'époque, ça m'avait pas mal boosté, je voulais vraiment prouver à mes parents qu'ils avaient tort. Et d'ailleurs, j'avais complètement dépassé leurs espérances, puisque quelques mois plus tard, ils me demandaient de lâcher cette fichue guitare pour m'occuper un peu de mes cours. Les premières semaines, j'ai commencé les cours de guitare en groupe et je n'avais même pas de guitare à la maison. Et je me souviens, on était 4 dans le groupe, il y avait une nana, il y avait sa pote, moi-même et un ami. Et je me souviens, la première fois que j'ai vu mon prof, il avait le sourire jusqu'aux oreilles et il avait qu'une seule envie, c'était de transmettre la passion de sa guitare aux élèves. Et ça se ressentait qu'il avait le feu sacré et qu'il voulait vraiment transmettre ça. Et c'était génial la première année, mais la deuxième année, malheureusement, ça s'est pas passé pareil. Mon prof de guitare génialissime est parti et je me suis retrouvé avec un prof qui enseignait la guitare comme gagne-pain. Autant vous dire qu'il n'était pas très encourageant et même pire, il en avait complètement rien à faire de ses élèves et ça m'avait pas mal découragé. Aujourd'hui, je me dis que si j'avais pas eu la chance de commencer ma première année de guitare avec ce prof génial, peut-être que j'aurais jamais continué la guitare, qui sait. Vu que je n'avais pas de guitare, je pouvais m'entraîner que pendant les cours et ça m'avait beaucoup frustré et j'avais trouvé ça injuste que les autres puissent s'entraîner chez eux alors que je pouvais même pas travailler à la maison. D'autant plus que je suis quelqu'un d'assez obstiné quand j'ai quelque chose en tête. Finalement, au bout d'un mois, il y a un ami de mes parents qui m'a prêté une guitare de la marque Washburn et un ampli à lampe Fender Junior, donc merci Christian. Et lorsque j'ai eu la possibilité de jouer dans ma chambre, j'ai commencé à m'entraîner tous les jours pendant au moins 1 heure. Et j'avais un ampli de 15 watts qui envoie déjà un bon gros son pour un ampli à lampe. Et je me souviens que mes parents étaient pas toujours très contents quand je branchais mon ampli et que je jouais pendant des heures. Et le truc c'est que ça avait marché puisque à force de m'entraîner, à force de faire ça tous les jours, mon ami et moi-même on se challengeait. Et à partir de là j'ai vraiment accroché parce que j'ai commencé à entendre que je pouvais jouer des mélodies délicieuses qui sortaient du bout de mes doigts. Et c'était vraiment incroyable et ultra satisfaisant. À l'époque, dès qu'on avait un temps libre, avec mon ami, on allait dans des magasins de musique pour tester des guitares et des amplis. On demandait aux vendeurs si on pouvait tester les guitares, mais j'osais pas jouer trop fort parce que j'avais peur que quelqu'un m'entende jouer dans le magasin. Parce que oui, au début, j'avais vraiment aucune confiance en moi et jamais je n'aurais imaginé pouvoir jouer devant quelqu'un. Je me rappelle un jour, quand je rentrais du lycée, j'ai vu mon beau-père qui était en train de regarder un live sur le grand écran dans le salon et c'était la première fois que je découvrais Metallica. Et c'était un concert dans l'arène de Nîmes. J'ai vu la foule danser à l'unisson, vibrant d'une énergie qui se communiquait les uns les autres. Mais ce qui m'a marqué par-dessus tout, c'est quand James Hetfield s'est mis à genoux sur la scène pour jouer le morceau Enter Sandman en transe comme ça là. Alors j'ai glissé à genoux par terre dans le salon avec une air guitare en l'imitant et dans ma tête c'était acté. Moi aussi je voulais faire vibrer les gens avec ma guitare. Et c'est en parlant de Metallica dans ma classe que je me suis fait un nouvel ami. Il m'a dit qu'il avait un groupe de métal et il m'a proposé d'assister à une de ses répétitions. Et quand j'ai vu la troupe de métalleux aux cheveux longs qui poussaient des hurlements, j'ai vraiment adoré. Oui, j'ai adoré. 2 semaines plus tard, mon ami m'annonce qu'un des 2 guitaristes va partir et qu'il recherche un gratteux. Et évidemment, j'ai sauté sur l'occasion pour rejoindre le groupe de métal. Mais c'était pas un simple groupe de métal, c'était un groupe de death metal. Ça veut dire que le chanteur, il a une death voice comme ça. Et que le batteur il joue des rythmes ultra énervés, un peu comme ça.
Avec le recul, je me rends compte que ce groupe de musique, il était unique. Certes, un groupe de 5 jeunes habillés en noir avec des cheveux longs, des pics sur le sac à dos, c'est assez drôle. D'ailleurs, je portais un pantalon rouge de punk à carreaux avec une ceinture tigrée avec des pics, une paire de Doc Martens rouges et une veste en simili-cuir, donc le style vestimentaire n'est pas une de mes plus grandes qualités. Mais surtout, il y avait un côté grunge assez puissant, rebelle avec un son très puissant. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première expérience de groupe. Dès le début, j'étais passionné par la composition et j'étais le premier à apporter des nouvelles idées chaque semaine pour créer des nouveaux morceaux. Et je me suis retrouvé comme ça pendant plus de 1 an et demi à jouer des morceaux de death metal chaque semaine, ce qui m'a permis de développer une technique d'aller-retour assez puissante pour ma main droite. Alors musicalement, c'était très instructif parce que c'était pas du tout un style de musique que j'écoutais à la base, mais en rejoignant le groupe, je me suis ouvert les portes d'un nouveau monde et notamment avec le groupe de musique Gojira qui était notre boussole et notre inspiration à tous. Donc musicalement à 100% pour leur riff de guitare redoutable, mais aussi pour leur valeur environnementale. À l'époque, c'était pas aussi évident d'écouter du Gojira parce que ce groupe n'était pas du tout aussi connu qu'aujourd'hui. On était un groupe de rebelles qui critiquent la société et qui écoutent du gros death metal à longueur de journée. Et très vite, on s'est battu pour faire entendre notre musique et pour surmonter les a priori. Et on a commencé à proposer de faire des concerts pour la fête de la musique, pour des événements locaux. Quand j'ai commencé à jouer sur scène, j'étais assez mal à l'aise avec un balai dans le alors que tous les autres membres du groupe faisaient tournoyer leurs cheveux comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être de plus en plus serein pour jouer sur scène et devant un public. Et on a même réussi à décrocher un article dans le Ouest France qui dit, je cite, « Sideris est un groupe de death metal à la fête de la musique. Sideris signifiant astre en latin, n'est-ce pas l'ascension d'un nouvel astre dans le ciel brusois ?» Mais finalement, après plusieurs années de répétition, de création musicale et de concerts, le groupe a fini par se dissoudre. Et je me suis retrouvé à continuer de pratiquer la guitare tout seul. Puis l'été suivant, je suis parti en voyage au Maroc avec mes parents. Le genre de road trip en 4x4 dans le Sahara occidental, et pour moi, c'était juste impensable de partir sans guitare. Et c'est comme ça que je me suis mis à la guitare acoustique. Finalement, au début, je savais pas trop comment jouer des solos et du death metal à la guitare acoustique. Donc autant vous dire que c'était mal barré, mais j'étais toujours super motivé. J'ai commencé par jouer des riffs de métal à l'acoustique, puis à jouer des petites rythmiques acoustiques, et j'ai fini par jouer mes premiers arpèges en fingerstyle. Dès qu'on se posait dans un bivouac, je prenais ma chaise, je prenais ma guitare, je m'éloignais un petit peu, je tournais le dos à mes parents et à mes 2 sœurs, et je jouais face aux dunes du Sahara. C'est aussi l'une des premières fois où j'ai pu jammer avec un serveur, je me souviens c'était sous une tente berbère au beau milieu du Sahara. Il jouait du derbouka et moi je jouais pour la première fois en improvisant totalement. Et dans ma tête, j'ai commencé à faire des connexions infinies dans la musique si on commence à entremêler les genres. Et j'ai été pris dans le truc et en rentrant de voyage, je me suis inscrit au conservatoire de musique pour développer ma connaissance théorique et à l'occasion développer ma créativité pour la composition. Alors j'ai téléchargé Guitar Pro, c'est un logiciel pour lire et créer des tablatures et j'ai commencé à noter toutes les idées qui me passaient par la tête dans ce logiciel. Chaque fois que je prenais ma guitare et qu'une idée surgissait, je sautais sur mon ordinateur pour transcrire le morceau rapidement sur Guitar Pro. Au début c'était difficile de noter ce que je jouais parce que c'était pas très intuitif, mais j'avais envie de continuer. Et c'est durant cette période, de la première à la terminale, que j'ai composé une bonne centaine de riffs. Parfois j'arrivais à assembler les pièces du puzzle et ça devenait un morceau complet, et parfois ça donnait rien du tout. Alors je me suis vraiment pris au jeu et je suis devenu vraiment régulier pour composer des musiques, que ça soit à la guitare, à la basse, au piano et même à la batterie. J'ai commencé à faire mes premières vidéos, principalement des reprises avec l'appareil photo de mes parents, mais c'est aussi là que j'ai enregistré mes premières compos. Je me souviens qu'à cette époque, je me suis dit, si un jour je peux enregistrer mes propres musiques tout seul, ça serait incroyable. J'aurais atteint mon but ultime dans ma vie. Ce qui est assez marrant puisque quelques années plus tard, je suis allé dans un studio d'enregistrement pour aller enregistrer mon premier album de guitare instrumentale. Alors qu'à l'époque, ça semblait être inatteignable, ça semblait être tellement loin et je me demandais si c'était pas réservé aux guitar héros ou aux superstars. Dans ma tête, j'étais toujours un débutant et je me souviens que j'étais un grand fan de Buckethead, de James Hetfield de Metallica ou encore de Guthrie Govan. Ce mec, c'est un malade. Il peut shredder sur sa guitare à une main tout en buvant une tasse de thé et je trouve ça hyper impressionnant. Pour moi, c'était des dieux de la guitare et je rêvais de créer des morceaux qui touchent des milliers de personnes.
Et c'est exactement ce que j'ai fait. Quelques mois plus tard, je suis parti pour une mission humanitaire au Sénégal, dans une association dont l'objectif est d'aider les enfants à sortir de la rue. Et quand je suis arrivé là-bas, on m'a donné pour mission de composer et d'écrire une chanson pour raconter l'histoire de ces enfants abandonnés dans la rue. La première étape, c'était d'enseigner le rythme de la Cup Song à plus de 150 enfants qui avaient vécu dans la rue pour qu'ils puissent le jouer tous en chœur. Pendant des semaines, j'ai organisé des ateliers pour qu'ils apprennent ce rythme et qu'ils apprennent à se synchroniser tous ensemble. Puis la deuxième étape, c'était d'écrire les paroles. Donc elle devait raconter la terrible histoire de ces enfants. Et donc j'ai organisé des dizaines d'ateliers d'écriture avec eux. Et je me souviens que j'avais trouvé ça très dur émotionnellement d'écouter toute la misère que ces enfants avaient vécue dans la rue. Et pour oublier leur souffrance, certains consommaient de la drogue alors qu'ils étaient âgés de seulement 5 ans. Bref, on termine sur quelque chose d'un peu plus joyeux puisqu'à la fin, on a réussi à faire intervenir 2 rappeurs super célèbres au Sénégal, c'est un peu les Eminem du Sénégal, pour chanter avec les enfants et partager ce message d'alerte avec le monde entier. Donc voilà le résultat en vidéo. À 8 ans déjà, mais à chaque fois que je regarde cette vidéo, ça me donne envie de chialer quoi. Et ça permet de prendre conscience qu'on a vraiment de la chance d'avoir la vie qu'on mène aujourd'hui. Et quand je suis revenu en France, j'étais plus que motivé pour continuer de créer des vidéos et des clips. D'ailleurs, j'ai créé ma première chaîne YouTube Tony Red l'année qui a suivi. Et l'année après le Sénégal, j'ai commencé à jouer des bœufs toutes les semaines avec mes amis. C'était incroyable. Pendant que mes 2 colocataires passaient beaucoup de temps à faire des soirées, moi j'étais la plupart du temps dans ma chambre à faire de la musique, à essayer de composer des petits trucs, à faire des clips vidéo. J'ai essayé toutes sortes de choses, des solos improvisés, des impros, des medleys de Metallica à la guitare acoustique, des vidéos complètement what the fuck. Et bien sûr, je vous mets le lien en description. Vous pouvez aller naviguer sur cette chaîne YouTube. Mais le problème, c'est que j'étais très indécis sur le style de musique que je voulais adopter. Comme je testais plein de petits trucs à gauche, à droite, j'arrivais pas à trouver une identité forte. Je comprenais pas vraiment comment faire et d'ailleurs, ça commençait un peu à me démoraliser. Mais j'ai rien lâché parce que je prenais quand même beaucoup de plaisir à créer ces vidéos et ces morceaux de musique. Mais l'avantage de tester plein de choses, c'est que j'ai pu me faire une idée de ce que j'aimais jouer et de ce que je n'aimais pas jouer. Parfois, c'était un morceau composé avec le son de la machine à écrire de mon père, qu'il a d'ailleurs utilisé à l'époque pour composer ses revues philosophiques. Parfois, c'était un gros son de métal agressif et technique avec une guitare puissante et mélodique par-dessus, dont j'étais très fier à l'époque. Parfois, c'était un gros morceau de reggae dub avec tous les sons que je pouvais faire avec de la bœuf, c'est-à-dire les ciseaux, le grinder, le papier, le briquet. Mais l'une des choses où je me suis le plus éclaté, c'est tous les clips que j'ai réalisés avec mes potos. Et vu qu'ils sont ultra créatifs, ça a donné des résultats vraiment uniques. Et à chacun des tournages, on a essayé de créer des univers différents. Mais surtout, on se tapait des énormes barres. On a composé un morceau des vacances avec toute ma bande de potes. Et le clip a été tourné en plan séquence dans la foulée pendant qu'on voyageait. Et toutes ces vidéos, ça reste pour moi des souvenirs inoubliables. Des flyers, des posters, des percussions, un planisphère, des bâtons, des étagères, des klaxons, des serpillères, du savon, du gruyère, du jambon, du poisson et de la crème pâtissière. Merde, c'est ma liste de courses, elle est vraiment particulière. Et au fil du temps, la guitare est devenue beaucoup plus qu'une simple passion dans ma vie. Je vivais complètement à ses dépens. Je me souviens avoir dit à ma copine, je te préviens tout de suite, si on se met en couple, la guitare passera toujours avant toi et je ne t'aimerai jamais autant qu'elle. Bon, avec du recul, je me rends compte que j'ai un peu honte d'avoir dit ça, mais ça illustre très bien mon état d'esprit de l'époque. À l'issue de toutes ces expériences en guitare, j'ai décidé de partir en Asie du Sud-Est parce que je me sentais pas vraiment à ma place en France. J'avais besoin de partir pour me libérer l'esprit, faire le plein de créativité et m'inspirer pour de nouveaux morceaux, mais surtout pour découvrir de nouvelles cultures et puis pour découvrir le monde tout simplement. Mais au bout de quelques mois, j'ai commencé à épuiser toutes mes économies et ça a commencé à devenir un problème. J'ai donc décidé de me poser dans la ville de Hoi An au Vietnam, hashtag la meilleure ville au monde, pour y poser mes valises et pour essayer de gagner un peu d'argent. De jour en jour, j'étais à la rencontre de musiciens et je demandais à gauche à droite des bons
plan pour pouvoir jouer et commencer à se faire payer. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à me tisser un petit réseau de musiciens locaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer dans les bars et les restaurants et à me faire payer pour jouer de la guitare. Mais malheureusement, le temps passait et je continuais à voir mon compte en banque diminuer au fil du temps. J'ai eu peur de me retrouver dans la rue, alors j'ai insisté pour pouvoir jouer dans les bars et dans les restaurants. Et c'était pas un moment évident puisque du coup, je passais des journées entières à aller de restaurant en restaurant pour aller voir des patrons et la plupart du temps c'était des échecs. Mais à force de me prendre des refus, j'ai trouvé suffisamment d'endroits qui m'acceptent pour jouer et ainsi me faire rémunérer pour payer le coût de la vie sur place. Alors quelques mois plus tard, j'arrive en Australie et je me retrouve bloqué à Melbourne avec seulement quelques dollars en poche et aucun endroit pour vivre. Alors j'ai décidé de concentrer toute mon énergie pour développer mon jeu de guitare sur scène. Et je me suis débrouillé de semaine en semaine en jouant des petits concerts dans un bar. Du coup, je me suis remis dans une routine où je composais des morceaux et tournais des clips la journée et j'ai commencé à créer des vidéos incroyables. Chaque semaine, j'essayais d'innover, de rencontrer et de jouer avec des nouveaux musiciens. Puis, je me suis retrouvé sur un plateau et je n'arrivais plus à me faire autant plaisir à la guitare. Ça faisait déjà près de 5 ans que je postais régulièrement des vidéos et des clips de guitare régulièrement sur la chaîne et ça a été une super expérience formatrice. Mais je me rappelle qu'à l'époque j'étais très démoralisé et j'avais envie de tout arrêter. J'avais parfois même plus envie de jouer de la guitare et je me disais que j'étais peut-être pas le genre de personne qui était faite pour composer des chansons et les publier sur internet et que c'était dommage mais bon, c'était comme ça. Mais le truc qui m'a permis de reprendre la guitare en beauté, c'est quand j'ai pris conscience que j'avais acquis des années de connaissances en guitare et qu'il était temps maintenant de les partager. Ça pourrait aider des guitaristes à progresser et leur permettre d'atteindre leurs rêves à eux aussi. Alors j'ai changé de perspective et j'ai décidé de créer une chaîne YouTube où je parle de guitare et de rap. Le combo étrange. Et même si après pas mal d'obstacles, j'ai décidé d'abandonner les vidéos de guitare rap sur YouTube, la chaîne a commencé à bien se développer et à avoir de super retours. Et je me souviens qu'à plusieurs reprises dans ma vie de guitariste, j'avais réussi à vraiment pousser les gens à commencer à jouer de la guitare. Notamment une ex qui m'avait remercié car elle avait commencé à jouer de la guitare grâce à mes conseils et qu'elle chantait à présent sur des scènes parisiennes. Et comme je suis quelqu'un qui aime les challenges, eh bien j'ai décidé de me lancer à 100% pour essayer de créer mon école de musique en ligne. Au début, je savais pas trop par où commencer. J'avais juste une idée vague de ce que je voulais créer mais rien de concret. Et j'ai fini par voir mon idée prendre forme doucement. Et j'ai fait ça pendant 1 an où j'ai créé une vidéo par semaine sur la chaîne YouTube. Au fil du temps, j'ai pris conscience que je voulais faire le genre de vidéo que tu peux regarder allongé dans ton lit plutôt qu'une autre chaîne de cours de guitare parce qu'il y en a déjà des milliers. Aujourd'hui, je continue d'étudier la guitare plus que jamais et je continue de jouer de la guitare mais d'une manière très différente. Je le fais dans un objectif de transmission parce que je sens que j'ai un feu sacré à l'intérieur de moi. D'ailleurs, j'ai développé la même approche pour cette chaîne YouTube que pour la guitare, c'est-à-dire essayer de faire de mon mieux possible, progresser petit à petit au fil du temps, de manière régulière et avoir une approche long terme pour aider les guitaristes. Progressivement, j'ai commencé à devenir aussi passionné pour aider les guitaristes que de jouer pour mon plaisir personnel et je n'avais jamais ressenti une passion aussi intense dans le creux de mon estomac que depuis la première fois où j'ai joué de la guitare. Et aujourd'hui, je me lève chaque matin avec une énergie incroyable parce que je sais que chaque petite action, chaque petite vidéo sur YouTube, chaque email que je vous envoie, chaque formation que je crée, c'est une petite brique que je rajoute pour construire mon école de musique en ligne et pour potentiellement aider des milliers de guitaristes. Et c'est une des leçons les plus percutantes que j'ai reçues de ma vie. Quand vous vous concentrez sur le mur, le travail il semble impossible, sans fin. Mais quand vous vous concentrez sur une seule brique, ça devient beaucoup plus facile parce que vous savez bien que vous pouvez la poser cette fichue brique. Au fil des années, j'ai commencé à voir que la différence entre une tâche qui semble impossible et une tâche qui semble faisable, ce n'est qu'une histoire de perspective. Faites-vous attention au mur ou faites-vous attention à la brique? Encore une fois, je voulais vraiment vous remercier pour votre soutien. J'ai hâte de voir jusqu'où on va aller comme ça. Pour vous remercier du fond du cœur après tout ça, je vous ai réservé une petite surprise. Si vous voulez vraiment vous améliorer en guitare le plus rapidement possible, je vous recommande de télécharger les 5 outils du débutant. Vous allez y trouver une fiche résumée avec les 11 accords de guitare acoustique, un guide d'achat pour choisir votre guitare acoustique, 23 morceaux de guitare faciles et sans barrer. Cliquez sur le bouton au-dessus de moi pour découvrir le pack, c'est 100% gratuit. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant en cliquant sur le bouton qui se trouve juste ici. Et n'oubliez pas que la musique est la langue des émotions. Ciao!